Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. En cette mi-journée, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Frédéric Zanclan. Il est le directeur général de la GCO, la Grande Côte Opération. Monsieur Frédéric Zanclan, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On le sait, vous avez un emploi du temps très chargé. Voilà, surtout que ces derniers jours, la GCO est un peu sous le feu des projecteurs. Nous allons revenir en long et en large sur les différentes difficultés que vous avez, surtout sur les sites où vous évoluez et avec les populations. Parlons d'abord de la GCO. Est-ce que, de manière succincte, vous pouvez expliquer aux Sénégalais c'est quoi la GCO? La GCO et plus récemment, parce que nous avons changé notre identité visuelle, qui est devenue Eramet Grande Côte, est une entreprise qui évolue dans le domaine minier, qui a signé avec l'État du Sénégal une convention, une concession minière en 2004. Donc nos opérations ont démarré en 2014 et nous employons près de 2000 personnes. Cette concession minière se retrouve à cheval entre les régions de Thiès et de Louga. Et c'est quoi la durée de la convention minière que vous avez signée avec l'État du Sénégal? 25 ans. Donc vous êtes dans le domaine des mines, vous évoluez dans les mines. Effectivement, nous évoluons dans le domaine des mines, plus précisément dans le domaine des sables minéralisés. Ok. Et c'est quoi les sables minéralisés? Les sables minéralisés, c'est, si on peut, sans rentrer dans les détails techniques, si on veut l'expliquer, c'est une substance qui se trouve dans les sables qu'on appellerait dunaires, donc qui représente à peu près 2% des volumes qu'on a sur ces sables-là. Donc c'est des produits qu'on sort concrètement du sable de dune qui se trouve dans cette zone qui est à cheval entre la région de Thiès et de Louga. Alors, depuis quelques jours, donc, on assiste à une sorte de levée de bouclier des populations contre la GCO. On vous accuse de terres spoliées, de récoltes perdues, des indemnités trop faibles, d'absence de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Alors, qu'avez-vous à répondre par rapport à tout donc cette sorte de douche écossaise contre la GCO? Merci pour cette question, elle est d'actualité. Je commencerai par dire que, comme je l'ai dit auparavant, nous évoluons dans le secteur minier qui est souvent source de controverses, donc que ce soit GCO ou toute autre entreprise minière. Mais je dois préciser qu'à GCO, nous avons un credo. Nous essayons vraiment d'être en harmonie avec nos population environnante. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis 2014, nous exploitons depuis 2014. Il y a eu épisodiquement quelques levées de boucliers, comme vous l'avez appelé, et plus précisément récemment. Nous allons apporter, parce que toutes ces accusations qui ont été portées par la presse et sur les médias et en ligne sont totalement infondées. Elles ne sont pas fondées du tout. Elles ne sont pas fondées du tout. Et je pourrais vous en apporter vraiment les explications et les preuves lors de cet entretien. Oui, allons-y. Voilà. On a entendu parler de pollution de l'eau. Donc, je dois préciser que GCO, dans son process, Eramet Grande Côte, dans son processus industriel, n'utilise aucun produit chimique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on précise et qu'on maintient. Et ce n'est même pas que GCO qui le dit. Si vous voulez, vous pouvez venir vérifier par vous-même. Je rappelle que Eramet Grande Côte est l'une des seules entreprises minières à ouvrir ses portes à tout le monde. Donc tout un chacun peut venir s'enquérir de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un. Et on a aussi un processus, parce que c'est très, très cadré. Nous ne sommes pas seuls dans notre coin
en faisant notre exploitation sans pour autant tenir compte vraiment des codes qui régissent cette activité. Nous avons le code minier, nous avons le code de l'environnement et nous avons aussi nos autorités de tutelle qui sont là, qui font des contrôles pour voir si nous nous conformons vraiment à ces codes-là. Je peux vous préciser qu'en 2022, nous avons sur toute l'année fait un échantillonnage. Il y a eu près de 900 échantillons. 2023, près de 860 échantillons. Cette année, en novembre, quand nous faisions le décompte, il y a eu plus de 800 échantillons d'eau qui ont été pris et analysés en concomitance avec les services des eaux et forêts, en concomitance avec tous les services habilités pour contrôler la qualité de l'eau. Ça, c'est le premier point. Je donnerai juste les 3-4 quelques points qu'on reproche à GCO. On dit aussi que nous affectons aussi la nappe phréatique qui sert à l'agriculture, au maraîchage, mais aussi aux besoins des populations. Et ça cause des pertes de récolte aux populations. Encore une fois, totalement infondé. C'est totalement infondé. Dans notre processus industriel, oui, nous utilisons de l'eau, nous utilisons beaucoup d'eau, mais cette eau-là est prise dans ce qu'on appelle la nappe maastrichtienne, qui est à 600 mètres de profondeur, qui n'a aucun rapport avec la nappe phréatique. Je vous dirais plus encore qu'au contraire, à cause de notre activité, la nappe phréatique qui est utilisée pour le maraîchage et pour les besoins des populations est relevée de 1 à 2 mètres après notre passage, parce que nous récupérons de l'eau de la nappe maastrichtienne pour recharger la nappe phréatique. Donc encore une fois, totalement infondé. On nous accuse aussi de profaner des cimetières. On est quand même, soyons de lourdes accusations. C'est de lourdes accusations, soyons sérieux. On est quand même au Sénégal, qui est un pays de droit. Vous pensez qu'une entreprise comme Eramet Grande Côte va profaner des cimetières? Les autorités sont là, les populations sont là, et on nous laisserait continuer à opérer comme si de rien n'était. Et moi-même qui vous parle en tant que responsable moral de l'entreprise, je ne serai pas là en train de discuter avec vous sur ce plateau. Donc c'est des accusations totalement infondées. Donc il y a tout un chapelet de choses qu'on nous reproche, mais encore une fois, nous sommes en mesure de tout expliciter. Et encore une fois, Eramet Grande Côte agit dans le strict respect de la loi. Mais qui a intérêt à véhiculer de telles informations si elles sont infondées? Ben écoutez, Pierre-Edouard, on ne peut pas vraiment être dans la tête de ces gens-là qui véhiculent ces informations. Pour la plupart, ils ne savent même pas où se situe GCO. Mais pour d'autres aussi, peut-être qu'ils sont motivés par ils ont des motivations qu'on ne comprend pas. Mais souvent, ce sont les populations elles-mêmes qui montent au créneau. Dernière fois, on a assisté à une marche des populations de Lompoul, par exemple, qui dénonce la dégradation de l'environnement et tous les problèmes suscités. Voilà, une marche qu'on a tous suivie aussi. Donc, vous avez pu voir, parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans la généralité en disant les populations de Lompoul, les populations de Louga, les populations de Thiès. Il faut préciser quel type de population, quel groupe, etc. Donc ça, c'est très important dans la compréhension de cette affaire. Nous intervenons aujourd'hui, au moment où je vous parle, à cheval entre 3 communes. Les communes de Thiep, la commune de Djokoudjoring et la commune de Kabagay. Donc nous entretenons de très bonnes relations avec la plupart des populations. Nous sommes embarqués dans des projets de développement communautaire et vraiment, oui, il y a eu une partie de la population qui a manifesté, etc. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts vraiment à l'échange pour voir comment on peut trouver un consensus, mais vraiment, je pense qu'il faut aller au bout des choses, parce que ces revendications-là, s'ils sont basés sur ce que je viens de vous dire, nous sommes en mesure de leur expliquer, nous sommes en mesure vraiment de leur apporter les éléments qui peuvent vraiment améliorer leur compréhension.
Vous soupçonnez certaines personnes tapées dans l'ombre quelque part et qui tireraient les ficelles contre la GCO? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Ceci n'est pas exclu parce que ça s'est déjà vu. Mais honnêtement, je n'ai pas des preuves matérielles pour vous dire que des gens sont tapés dans l'ombre pour orchestrer tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes une entreprise qui respecte la loi. Nous sommes une entreprise qui est sous le contrôle des autorités de tutelle. Donc tout ce qu'on nous reproche, si on l'avait fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne nous aurait pas permis de continuer à opérer. Et les populations, souvent, dans leurs revendications, dans leurs doléances, elles sollicitent aussi l'intervention de l'État du Sénégal. Alors, le Sénégal a changé de régime depuis le 24 mars dernier. Quelles sont vos relations avec les actuels tenants du pouvoir? Nous avons d'excellentes relations. Encore une fois, nous sommes une entreprise industrielle. Donc, l'État, c'est une continuité. Nous savons que ces autorités-là, ils ont toujours en vue de sauvegarder les intérêts des populations, mais aussi le développement du pays. Donc, nous avons déjà reçu quelques de ces autorités en visite à GCO. Nous avons échangé sur nos procédures, sur comment nous opérons. Nous avons aussi élaboré des pistes de réflexion sur certaines choses pour vraiment essayer de développer et de promouvoir nos activités. Mais à ce stade, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons de très bonnes relations avec nos autorités de tutelle. Alors, le gouvernement qui annonce que les contrats, souvent pétroliers, miniers et gaziers, seront revus. Êtes-vous dans les dispositions? Je vous l'ai dit tantôt, oui. Eramet Grande Côte, GCO, MDL, qui était MDL en son temps, a signé une convention, une concession minière avec l'État du Sénégal, avec un certain nombre de clauses. À ce jour, nous sommes toujours dans cette situation. Vous comprendrez que je ne peux pas me prononcer sur ce sujet, je ne peux pas être jugé parti. À ce stade, nous considérons que nous restons dans les principes de notre concession minière et voilà. Alors, qu'en est-il de la responsabilité sociétale d'entreprise? Que fait la GCO dans les zones dans lesquelles elle est implantée? Dans le cadre du Code minier de 2014, GCO est contraint à un certain montant à dépenser dans le cadre de la RSE. Ça, c'est le Code minier qui le dit. Nous sommes arrimés, je vous le précise, au Code minier de 2003. Donc, ce montant-là, GCO le surpasse. Nous avons pris nous-mêmes l'engagement de ne pas nous arrêter à ce que nous dit le Code minier en matière de dépenses RSE. Ce qu'on fait déjà au niveau de GCO en termes d'organisation, nous avons un département qui compte près de 75 personnes pour ces sujets-là. Ce qui est très rare vraiment dans l'industrie, ce qui est très rare pour une société minière. Donc ces personnes-là gèrent ce volet RSE avec des projets structurants pour les populations. Nous avons des appuis qu'on donne aux municipalités sous la forme de projets de construction, par exemple, d'écoles, de postes de santé, etc., que nous finançons nous-mêmes. Nous aidons à la création aussi de GIE. À date, nous en avons créé une vingtaine, dont 13 GIE de femmes. Nous intervenons aussi dans des activités d'augmentation de la compétence en termes de maraîchage, en termes d'élevage. Très récemment, en plus du programme social minier qui est notre obligation en termes d'RSE, nous avons pris la décision d'investir sur les 4 prochaines années 1,6 milliard sur des projets en lien avec le maraîchage, l'agriculture, mais aussi l'élevage.
Cela va consister à de la formation, mais aussi à la construction d'ouvrages frigorifiques, parce que nous savons que ces populations-là ont d'énormes difficultés pour conserver leurs récoltes, mais aussi à la construction d'infrastructures pour développer le volet élevage, mais aussi la pêche. Et dans le domaine de la santé, que faites-vous pour les populations? Dans le domaine de la santé, oui, nous soutenons des postes de santé, mais aussi nous en créons. Dans les villages de recasement que nous avons mis en place, nous avons 3 postes de santé qui ont été construits et équipés par Eramet Grande Côte. L'État nous a aidés à mettre le personnel pour faire tourner ces postes de santé. Juste à titre d'anecdote, j'étais passé au poste de santé de Fort au mois de mars, donc juste après l'inauguration. Donc j'ai un peu discuté avec l'infirmier qui était là-bas, donc on a échangé. Quand je suis repassé au mois de novembre dernier, il a enregistré plus de 100 naissances dans son poste de santé. Donc ces 100 naissances, c'est non seulement le village de recasement qu'on a créé, mais tous les villages qui sont autour de cette infrastructure. Donc des personnes qui avant faisaient des dizaines de kilomètres pour aller dans un autre poste de santé ont la possibilité maintenant de se soigner, on va dire, à côté. Qu'en est-il des indemnisations jugées trop faibles? Voilà, c'est aussi une question pertinente parce qu'elle revient très souvent. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'apporter la clarification. Je prends juste un exemple sur les indemnisations en ce qui concerne la terre. Le barème national pour 1 hectare nu au Sénégal est de 750 000 francs. Eramet Grande Côte, dans sa politique vraiment d'aller au-delà de ses obligations, paie 5 fois plus que ce barème-là. Donc pour 1 hectare de terre nue, Eramet Grande Côte, au lieu de payer 750 000 francs CFA, nous payons à hauteur de 3,5 millions par hectare. Et ça, c'est sans compter les infrastructures qu'on y a trouvées. S'il y avait un verger, s'il y avait des bâtiments, etc. En moyenne, le prix à l'hectare qu'on a payé depuis qu'on a commencé à compenser est de 8 millions. 8 millions à l'hectare. Donc, ce qui est parfois 5 ou 6 fois plus que le barème national. Donc, on ne peut pas parler d'insuffisance à ce niveau. Alors, souvent aussi, les populations vous reprochent de ne pas donner la priorité dans les recrutements aux fils du terroir des zones dans lesquelles vous êtes implantés. Que répondez-vous à cela? Encore une fois, totalement infondé. Nous avons, je commencerai par l'effectif global de Eramet Grande Côte qui est de 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes-là, c'est constitué à 97% de Sénégalais. Moi qui vous parle, qui dirige la société, je suis Sénégalais, je suis fils du Sénégal. Au-delà de ça, nous avons des commissions de recrutement qui sont présidées par le préfet. Donc ces commissions-là regroupent le préfet plus les différentes municipalités où on opère. Donc pour tous les postes qui sont vacants, nous envoyons le listing à cette commission-là qui se charge, parce que cette commission-là cristallise toutes les données, les CV, etc. de la zone. Donc pour tout besoin de recrutement, nous nous adressons à cette commission-là, qui est, encore une fois, présidée par le préfet, et toutes les municipalités participent à ces commissions-là pour vraiment promouvoir des talents ou des métiers qui sont disponibles dans leur localité. Et vous, quels sont les métiers, les différents métiers que vous recherchez dans le cadre de l'exploitation minière? L'exploitation minière a de cela qu'elle est particulière en termes d'éventail de métiers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons près de 75 personnes qui s'occupent du volet communautaire. Ce n'est pas vraiment de la mine, ce n'est pas de la géologie, etc. Mais c'est en rapport, c'est des services supports qui sont en rapport avec la mine. Nous avons aussi des services qui s'occupent de la communication, nous avons des services RH, mais aussi nous avons des services techniques. Ces services techniques-là, ça peut
être un soudeur, un conducteur d'engin, un mécanicien, ça peut aussi être un superviseur, un surintendant, un chef de département. Donc c'est des métiers assez diversifiés qu'on peut trouver au niveau de l'exploitation minière. Ce ne sont pas seulement les populations qui râlent contre la GCO, devenue Eramet Grande Côte, il y a aussi les travailleurs, même si certains n'osent pas le faire à visage découvert. Ils sont nombreux souvent à saisir les rédactions pour se plaindre de leur situation, de leurs conditions de travail, de salaire dérisoire, pas de moyens de protection, pas de protection même de manière générale. Alors, que faites-vous pour améliorer les conditions de vie et d'existence de vos employés? Je vais juste commencer par vraiment clarifier sur le volet, parce que vous avez touché un point qui tient à cœur à Eramet Grande Côte, c'est les équipements de sécurité. Vous avez parlé des équipements de sécurité. Eramet Grande Côte, je commencerai par là parce que nous, on met la sécurité de nos travailleurs, de nos communautés au devant de tout. Nous avons 3 piliers, dont l'un des piliers, c'est vraiment People First, qui veut dire mettre l'individu au cœur du système. Donc, la protection de nos travailleurs, elle est primordiale pour nous. Elle est importante dans la mesure où personne ne travaille chez nous sans équipement de sécurité adéquat, en fonction du travail qu'on fait. Donc ça, c'est une précision. Et ça, vous pouvez le vérifier par vous-même en venant nous visiter sur notre site minier. Vous ne rentrerez pas tant que vous n'avez pas fait déjà une induction sécurité. Vous ne rentrerez pas dans la mine tant que vous n'avez pas les équipements de protection nécessaires. Donc ça, c'est juste pour préciser sur le volet sécurité. En ce qui concerne les conditions de travail, nous avons une représentation syndicale qui est là, qui discute avec la direction générale. Aujourd'hui, après 10 ans d'opération et près d'une dizaine d'années d'exploration, nous n'avons enregistré aucune grève. Donc ça, c'est un bon indicateur que le dialogue social fonctionne à Eramet Grande Côte. Après, il peut y avoir des cas qui vont porter des choses à la presse, mais aujourd'hui, le dialogue qu'on a avec les délégués du personnel, c'est un dialogue constructif, c'est un dialogue sain, et je pense que tous les éléments qui ont un lien avec la condition de vie, de travail des salariés est traité au niveau de ces instances. Et comme je vous l'ai dit, à date, nous n'avons aucune tension avec ces instances qui représentent le personnel en entier. Alors, malgré tous les efforts que vous dites avoir consentis, la cohabitation reste difficile quand même avec les populations. Que comptez-vous maintenant faire à l'avenir pour mieux polir votre image? Voilà, je dirais la cohabitation, je rapporte juste cette précision avec une certaine partie de la population. Donc, encore une fois, nous sommes dans une zone qui est très vaste, donc nous faisons vraiment en sorte de vivre en harmonie avec toutes les populations, avec toutes les parties prenantes autour de nos activités. Notre stratégie, elle a toujours été la même, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est l'échange. C'est vraiment... Oui, parce que souvent la population vous voit comme une société étrangère qui vient lui spolier ses terres. Ben, c'est une perception, je ne pourrais pas commenter, mais tout ce que je peux dire, société étrangère qui emploie 2000 personnes, dont 97% sont des Sénégalais, qui versent près de 16,5 milliards en taxes et impôts, qui a une masse salariale, qui verse une masse salariale de près de 22 milliards, qui a des achats au niveau local de 77%, je pense que les retombées sont là pour prouver que nous sommes très bien implantés au Sénégal. Alors maintenant, que comptez-vous faire à l'avenir pour quand même continuer à polir votre image? Nous apporterons les précisions qu'il faut, par le biais, encore une fois, merci pour cette antenne, par le biais de ces discussions vraiment clarifiées, parce que je pense qu'il y a une certaine incompréhension qui est due à certains messages qui sont véhiculés, des messages parfois très mensongers. Donc nous allons nous atteler à clarifier la situation. Nous allons aussi continuer à ouvrir nos portes à qui le voudra. Encore une fois, nous sommes l'une des seules entreprises
minière au Sénégal à vraiment ouvrir ses portes à tout le public. Donc, vraiment à jouer à livre ouvert. Nous allons aussi intensifier notre discussion avec les communautés pour améliorer la compréhension. Parce que depuis ces épisodes vraiment d'accusations infondées, nous avons aussi approché certaines franges de la population pour mieux leur expliquer, parce que vraiment, il y a des choses, tout individu doué de bon sens peut le comprendre assez rapidement. Donc je pense que nous avons commencé vraiment à éclairer la lanterne des populations qui nous reprochent des choses, mais aussi aux Sénégalais en général. Et quels sont les défis maintenant à relever pour Émirats de Grande Côte? Les défis... Eramet de Grande Côte, ouais, devenu ancien ex-GCO. Les défis sont les défis que doivent relever toute entreprise industrielle. C'est de pouvoir conserver une synergie, une harmonie avec les populations ou les parties prenantes environnantes, mais aussi se positionner comme leader dans tous les métiers, dans tous les domaines, parce que nous, encore une fois, je vous ai parlé des 3 piliers qu'on a. L'un des piliers, c'est être la référence en matière de mines, responsable. Donc on a ces enjeux-là à relever, on a des enjeux de développement durable sur lesquels on est en train de travailler, donc c'est les enjeux dont font face toutes les entreprises de l'industrie. Merci beaucoup, Frédéric Zanclan. Merci Pierre, infiniment. Vous êtes le directeur général de GCO, devenu Eramet Grande Côte. Je vous remercie, Pierre. Voilà, nous allons revenir dans quelques instants pour la partie Wolof. Merci. Bien.